vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et le retour de l'enfant prodige. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe David est de retour. Et vous êtes de retour aussi. Nous sommes de retour. Oui, forcément, ça s'appelle un binôme. Ça s'appelle un binôme, voilà, c'est ça. On part ensemble, on vient ensemble. Oui, voilà. Vous partez beaucoup ces derniers temps. Oui, hein. mais pas ensemble. C'est vrai. Enfin, ça, on n'a pas vérifié. Notre ami flic pourra nous le dire, mais c'est pas évident. Je trouve que c'est un peu bizarre. On essaye de susciter l'envie. Ah bah, voilà, c'est clair. Ça. Mais ne repartez pas avant un certain temps. Maintenant. On aime être réclamé. Non, mais avouez quand même que c'est étrange. Ça pourrait être le week-end, mais là, vous partez, vous êtes absent en même temps jusqu'au mardi. Enfin, je sais pas, Inspecteur Gadget. C'est un binôme, c'est un couple. C'est un trouble même peut-être. Ils ont un chien. Ah non, Cécile a des chats. 3. Oui, et moi j'ai un chien. Un trouble. Oui. Bon, on s'en fout. C'est pas la SPA, c'est pas l'émission de la SPA, les amis. En tout cas, même si on adore les animaux, j'embrasse mes petits chatons et les bisous. Quoique autour de la table, je suis pas sûr que ce soit pas trop animal non plus. Mais enfin, non, mais non, rien. Voilà, écoutez, en tout cas, on est de retour, c'est le principal. Avec vous, c'est le principal aussi. Ce numéro de téléphone 0826 300 300 que vous connaissez bien. Allez, le sommaire de cette émission à 17h30. Donald Trump nomme Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. L'homme le plus riche du monde occupera donc ses fonctions aux côtés de Vivek Ramaswamy et un autre fortuné conservateur. Le patron de X et de Tesla promet donc une transparence totale. Il entend publier un classement des dépenses gouvernementales les plus terriblement stupides. Alors parlons vrai. Est-ce que mieux contrôler les résultats des administrations vous semblerait être une bonne chose ? Est-ce que ce qui se fait aux États-Unis est transposable à la France ? Et à cette question, comme avait Elon Musk aux États-Unis, un ministère de l'efficacité gouvernementale vous semblerait-il pertinent en France ? Vous répondez oui à 85%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Vous pouvez me redire, est-ce que ceci se fait ? Oui. Est-ce que ce qui se fait aux États-Unis est transposable en France ? Qui c'est qui l'a dit ? C'est pas le jeu. C'est dingue. Je me moque de lui alors que c'est moi qui bafouille tout le temps. Allez, on en parlera avec Guillaume Poitrinal, qui est ancien chargé de la commission simplification administrative. Et puis, le coup de projecteur à 18h30, la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à se mobiliser à partir de lundi. Ils redoutent la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Hier, plus de 600 parlementaires français de tous bords ont signé une lettre à la présidence de la Commission européenne pour s'opposer à ce traité défavorable à l'agriculture française. François. Il y en a un qui dit un mot. J'appelle ma mère. Allez. Alors parlons vrai. Pensez-vous que cet accord va être signé ? Peut-on sauver les meubles en signant cet accord ? Et à cette question, signature de l'accord commercial avec le Mercosur, avez-vous peur que nos agriculteurs soient trahis ? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et Johan Barbe sera avec nous, porte-parole de la FNSEA. On vous souhaite la bienvenue et on est ravis de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, c'est Philippe Bilger. Voilà. Moi, je ferai la culture et vous ferez la grille. Oui. Pas mal. Ou l'inverse, la culture. Sauf que moi, là, c'est la culture des patates, de tout ça, quoi. C'est une autre pas l'ombre d'une condescendance. Non, mais il y avait un jeu de mots, là, j'ai pas compté. C'est un truc entre vous. D'accord. Ah non, pas entre nous. Non, pas du tout. De manière exceptionnelle, Cécile avait coupé agriculture. Voilà, c'est ça. Françoise de Gois. Ma chérie d'amour, comment ça va ? Bonjour, madame. Bien sûr, la seule alliée que j'ai sur ce plateau. Et je la soigne. François, vous nous traitez jamais comme ça ? Eh bien, parce que vous ne le méritez pas, tout simplement. Franchement, éventuellement, écoutez-vous, entendez-vous, et là... J'aurai un saisissement. Ouais. Ah, je vous aime, Philippe Bilger, vous savez. Jean-Christophe Couvier est avec nous, syndicaliste policier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est tout. Monsieur Couvaille. Yes. Avec un Y. C'est vrai que on pourrait faire à l'américaine. John Christophe. John Christopher Couvaille. Voilà. C'est chic, hein. Ouais, ça ferait chic. Oui, bien sûr. C'est peut-être Donc mieux vous même. avez décidé En d'être un Angleterre, on policier à m'appelle chaque fois JC, dans l'émission, quoi. Ouais, c'est pour vous surveiller, oui, François. moi j'adore, mais parce qu'on s'entend comme la roue en foire. Allez, 0826 300 300 et c'est Gilles qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonsoir, mon cher Gilles. Bonsoir Gilles.
Bonsoir à la vraie voix, bonsoir Cécile, bonsoir Jean, pardon. Jean-Christophe, Françoise, Philippe. Jean-Philippe, oui. Non, Jean-Christophe. Jean-Christophe, absolument. Mais il y a 2 Philippe. Il y a trop de prénoms ici, vous avez vu. Appelez-nous Truc, vous gagnez du temps. Truc et bidule. Mon cher Gilles, vous vouliez coup de gueule sur la disparition possible de la chaîne C8. Absolument, oui, je vais essayer de faire rapidement. Non. En fait... Oui, vous avez raison. Faites rapidement. Je viens de voir l'heure. Je voudrais pousser un coup de gueule parce qu'en fait, la liberté d'expression, tout simplement, est en danger. On s'en rend pas compte. On le prend un peu trop à la légère. Et je suis déçu de voir que les chaînes du service public prennent ça plutôt bien. Certains se réjouissent qu'une chaîne disparaisse. Et quand est-ce qu'il faudra s'alarmer? Quand ce sera notre tour? Ouais, c'est une vraie question. Hein. Vous avez raison de poser cette question, Philippe Bilger. Il y a d'ailleurs une pétition qui fait beaucoup de signatures, qui marche beaucoup depuis 4 jours et qui réclame évidemment le changement des fions de l'Arcom. Moi, je me sens. D'abord, je sens pas du tout que la liberté soit en danger. Si elle est en danger, c'est la concentration et la possession de quelques chaînes par des gens et toujours les mêmes. Hein. Mais c'est pas simplement tout le groupe Bolloré. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le groupe BFM avec ça. Il y a Bouygues également, LCI, TF1. Je pense que c'est absolument malsain qu'il y ait une telle concentration de la presse. C8 est supprimé parce qu'il y a des cahiers des charges à respecter et que ça a tellement dérapé avec Hanouna. Alors après, je pense pas que ça fasse beaucoup de mal à... On aurait pu sanctionner Cyril Hanouna et pas tous ses salariés. Le problème, c'est que vous sanctionnez 2 fois. Il est sanctionné depuis combien de fois, Hanouna? Non, moi je trouve, ce qui est dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on a une résurgence du chômage, de mettre 400 personnes à la porte. Parce que c'est ça en fait, avec autant de familles. C'est toutes les boîtes de prod qui travaillaient. Les boîtes de prod et tout ça parce que effectivement, peut-être que des personnes déplaisent à d'autres personnes. Je trouve ça un peu, voilà. C'est dommage. Maintenant, il va y avoir un recours administratif au Conseil d'État, je crois. On va voir ce que ça va donner aussi si la loi se prononce. Le chômage, c'est l'argument central de C8 d'ailleurs. Oui, mais entre autres, c'est une chaîne avec une opinion, avec des gens qui travaillaient. Je suis d'accord avec sur l'opinion, Cécile, mais il y a une différence entre l'opinion et le délire. C'est-à-dire que Hanouna, honnêtement, C8 a été... Attendez, je finis. C8 a été remis, a été interpellé plusieurs fois. Ah oui, plusieurs fois, inlassablement. Mais à ce moment-là, il faut sanctionner l'animateur. Et il a été sanctionné pas aussi. Les autres émissions qui sont autour. Oui, voilà. vrai. Allez, dans un instant, les réquisitoires du procureur. Monsieur le procureur. Il va parler de Donald Trump et des présidents français. Eh ben, on en parle dans un instant. Vous êtes la bienvenue. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David et toute cette équipe. Et on fait une pause. Voilà, Bien je fais sûr. une pause. Comme ça, une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui avec Philippe David. Ça va toujours bien, toujours un bonheur de vous retrouver, mais je le rappelle pour les rumeurs qui bruissent que nous n'avons pas passé ces 4 jours ensemble. Oui, bon, écoutez, franchement. On Ça, achètera toutes ces Gala. supputations Eh ben, qui- On vous savez achètera quoi Gala, voici cette semaine. Je vais vous dire, c'est là que je me rends compte que vous avez honte de moi. Mais pas du tout. Mais non, c'est pour désamorcer une Alors qu'il y a rumeur. peut-être des gens qui auraient rêvé contraire. de dire qui passaient 4 jours avec moi. Bah non, bien sûr. oui, je passe pas du temps avec elle. Vous avez honte de moi, Philippe. Mais que le sens. nenni, que nenni, au contraire, Je je pense- vous admire et vous adore. Et vous les confirmez en les niant. Peut-être qu'il a envie de passer une soirée sympathique aussi avec madame et pas avoir un coup de balai sur la tête. On aime beaucoup, on aime beaucoup madame, sachez-le. Mais oui. C'est pour ça qu'on Voilà, peut se donc c'est permettre. ça le problème, Non, mais trouble. Donc j'ai dit trouble. Non, non, c'est mais il y a pour un ça sujet là. Non, mais qu'on vous peut êtes en se train de vous permettre vendre. de faire des blagues pourries. Alors, vous vous vendez tous les Cette deux. émission n'est plus pour moi. C'est le truc de Brigitte Lahaye. Allez De toute façon. les amis, Ouais, dans un ouais. instant. Alors Philippe Bilger est avec nous, Françoise Yes. Degois et Jean-Christophe Couvi, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu qui vient en courant, qui sera essoufflé. Ça va Félix Mathieu? Bah oui, très bien. Bonsoir, Voilà. bonsoir tout le monde. Oh là là, il joue bien la comédie. De quoi parle-t-on dans un instant? On va parler de Bernard Squarcini, l'ancien grand patron du renseignement français devant la justice, avec François Ruffin qui lui demande 1 euro symbolique pour une affaire d'espionnage. On va parler d'agriculture, évidemment, avec cet appel à la mobilisation contre le Mercosur dès lundi. Et puis cette homélie de Monseigneur Macron pour la réouverture de Notre-Dame. Enfin, non, justement, son discours, hein, puisque laïcité oblige, il va parler devant et non pas à l'intérieur de la cathédrale. Sur le parvis. Et en 3 mots, ce sera espionnage, agriculture
et Omélie. On en parle dans un instant. Omélie Winter. Ça, c'est drôle. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Allez. Philippe Bilger. Un peu de sérieux, Et on y va. monsieur le procureur voulait requérir quelque part contre les Français ou contre les politiques français. Pourquoi croit-on que Trump va tenir ses promesses alors qu'on ne le croit jamais des politiques français? Oui, alors... Quoi qu'on pense de Donald Trump, j'ai l'impression que depuis qu'il est réélu, personne en France ne doute qu'il va tenir ses engagements et ses promesses. Alors que généralement, et l'expérience le prouve, les présidents français, peut-être parce qu'ils sont confrontés au réel, ont une certaine propension à ne pas tenir leurs engagements. Et pour aller très rapidement plus loin, je me demande si ça ne renvoie pas aussi à des différences de personnalité. Un Trump, par exemple, va tenir ses promesses parce que probablement il se considère lui-même comme plus important que l'intérêt du pays, qui pourrait exiger parfois qu'on trahisse ses engagements. Tandis qu'en France, même un président socialiste ou un président comme Nicolas Sarkozy est suffisamment soucieux de l'intérêt du pays pour parfois revenir sur des promesses parce que les réalités les rendraient absurdes. Je vois pas en quoi vous dites que les gens sont sûrs qu'il va tenir ses promesses. Je pense que les gens sont en train d'attendre tout simplement. Je vous rappelle. J'ai l'impression, Françoise, que beaucoup le doutent beaucoup. Mais vous regardez ses promesses. Si vous regardez ses promesses de campagne, vous les avez vues. Avec moi, il y aura plus de guerre et la guerre va s'arrêter en 2 jours. Non, mais les promesses. La seule promesse, c'est la promesse économique qui peut tenir. Oui. Tout le reste, c'est du vent. Quand il dit je vais régler mes comptes, je vais nettoyer l'État profond, je vais nettoyer la justice, je vais mettre la justice au pas, personne ne peut croire. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il serait complètement... personne ne peut imaginer que le président des États-Unis mette en accord ses promesses. Il fait déjà des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? On ne voit rien du tout. Il n'est pas président. Enfin, moi, je regarde tout très précautionneusement. Vous auriez dû écouter André Berkoff de Washington. Non, mais ok, André Berkoff adore Donald Trump. J'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup André Berkoff. Je ne vois rien pour le moment en White and See. Jean-Christophe Couvi. Déjà, oui, on va voir déjà à partir de janvier. C'est au mois de janvier qu'il prend ses fonctions. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces de fait, effectivement, une main ferme, etc. On va voir ce qu'il est capable de réaliser aussi, parce que dans ce pays, il y a aussi des lois. Encore une fois, il y a ce que les politiques annoncent pour se faire élire, et après, il y a la réalité aussi. Et la réelle politique, c'est toujours différent, effectivement, quand on met... il a tous les pouvoirs, il fait déjà des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais concrètement, à part annoncer des nominations, mais sérieusement, il ne fait rien. Parce qu'il ne peut... être surpris agréablement. Mais il ne peut rien faire, en fait, en plus de ça. Moi, je lui fais aucun... Moi, j'ai entendu la personne qui va s'occuper de l'immigration qui a parlé de la plus grande déportation. Deportation en anglais, ça veut dire expulsion. Ce n'est pas la déportation. Quand vous êtes expulsé des États-Unis, on dit you are deported. Il y a la façon de faire. Il va peut-être aussi. Heureusement, vous êtes là pour l'anglais. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais c'est hyper important de le noter parce que c'est vrai que les gens se foutent dedans. Déportation, c'est pas déportation. Excusez-moi, il y a Omélie Winter qui voudrait parler. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont espionnage, agriculture et Omélie Winter. Enfin, c'est Omélie Automne, là, en ce moment. Et Omélie, L'ancien grand patron du renseignement français, Bernard Squarcini, devant la justice pour espionnage de François Ruffin au service de LVMH à l'époque du film Merci Patron. Les agriculteurs, de nouveau sur les routes et les ronds-points dès lundi, ils s'inquiètent d'un déferlement de bœuf importé avec l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, l'Amérique du Sud. Et puis, il n'y aura pas d'Omélie présidentielle lors de la réouverture de Notre-Dame en décembre. Emmanuel Macron va parler devant la cathédrale et non pas dedans. C'est peut-être un détail pour vous, mais il paraît que pour la laïcité, ça veut dire beaucoup. Les vraies voix Sud Radio. Merci patron. Alors oui, si le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris était un film, ça pourrait s'appeler Le Squal, le député reporter et la justice. L'ancien grand patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, comparé dès aujourd'hui et pour plus de 2 semaines au tribunal correctionnel de Paris. Une affaire à tiroir avec 9 co-accusés. Il y sera question trafic d'influence, compromission du secret de la défense nationale, faux en écriture publique. L'ex-directeur central du renseignement intérieur accusé d'avoir profité de ses anciennes relations pour obtenir des renseignements au
service de ses nouveaux employeurs privés et notamment l'espionnage donc de François Ruffin et de son journal Fakir au service du groupe LVMH au moment de son film Merci Patron en 2016. Le désormais député apparenté écologiste de la Somme était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. François Ruffin réclame 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Vous imaginez si ça avait été l'inverse ? Si c'était moi qui avait fait filer Bernard Arnault, qui avait relevé ses plaques minéralogiques, qui avait surveillé son emploi du temps, installé une top, parce qu'ils ont quand même installé une top à l'intérieur de notre rédaction. La police de la République a été utilisée pour surveiller le petit journal Fakir. Je suis convaincu que les policiers préféreraient se consacrer à la lutte contre les violences conjugales, à la répression de la délinquance financière, la lutte contre le trafic de drogue, ou là, puisque c'est les hauts gradés des services de renseignement, à la lutte contre le terrorisme, plutôt que de perdre leur temps pour la protection personnelle de Bernard Arnault, qui risquait quoi ? Une intervention lors d'une assemblée générale d'actionnaires ? Enfin, jamais nous n'avons fait preuve de violence, vous voyez ? Le député Picardie Debout, apparenté écologiste et anciennement LFI, François Ruffin, ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Dans le lot des prévenus, il y a même un ancien magistrat. C'est pas vous. Non, c'est pas moi. C'est les arguments de François Ruffin sont imparables. Hein. La réalité, si c'est avéré, ce que je crois, voilà, c'est imparable. Comment peut-on y avoir peur de François Ruffin, quoi ? Qui a peur de Fakir, quoi ? Jean-Christophe. Il y a un procès. Pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. Il y a 15 jours de procès. On verra à la fin qui fait quoi et si effectivement il y a des personnes qui sont impliquées dedans. Pour l'instant, chacun est sur sa défense. Voilà. Après, encore une fois, la justice va passer. Ouais. Après, juste, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait sur C8. Attention, je veux dire, voilà, le rapport aussi de ces grands groupes, des milliardaires, parce que Bernard Arnault est un grand possesseur aussi de médias en France, et le rapport au journalisme. Attention, la vraie censure, elle est peut-être là aussi. Après, c'est pas une question d'argent. Ensuite, c'est une question d'influence aussi. Ça peut arriver à plein d'entreprises qui ne sont pas spécialement des patrons du CAC 40. Enfin, non, mais là, je parlais du rapport au journalisme. Vous voyez, Bernard Arnault, François Ruffin, qui est journaliste à la base. Hein. Oui, allez, deuxième mot, agriculture. La France se mobilise contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Hier, plus de 600 parlementaires de tous bords co-signaient un courrier à la présidente de la Commission européenne pour s'opposer à ce traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, le Premier ministre Michel Barnier est à Bruxelles pour tenter de faire entendre les intérêts de l'agriculture française auprès des instances européennes. La France peut-elle empêcher la signature de cet accord avec le Mercosur ? Pas sûr. Les syndicats agricoles appellent donc à se mobiliser dès lundi. Véronique Le Floch de la coordination rurale déplore la timidité, notamment du chef de l'État Emmanuel Macron sur le sujet auprès de la Commission européenne. Il semble y avoir un double discours puisque tout le monde semble se réveiller à quelques jours de cette décision qui pourrait intervenir et malheureusement en défaveur de l'agriculture française mais aussi européenne. Il semble que les agriculteurs soient abandonnés, on vit un naufrage. Et il nous faudrait plutôt un plan de sauvetage. On dénonce déjà depuis plus d'1 an tout cet agricide. Tout ça devait déjà être anticipé et on est proche de l'échéance. Et on n'a pas vu de nouvelle expression du président de la République vraiment franche depuis. Véronique Le Floch de la coordination rurale avec Alexis Poulain ce midi sur Sud Radio. Tout à l'heure, dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, nous serons avec le porte-parole de la FNSEA, le syndicat à l'initiative de cette mobilisation de lundi prochain. Et le troisième mot, homélie. Emmanuel Macron s'exprimera sur le parvis de Notre-Dame lors de la rouverture de la cathédrale. Oui, Notre-Dame rouvre le 7 décembre. Notre soif est grande d'accueillir de nouveau le monde entier sous ses voûtes, explique l'archevêque de Paris. Réouverture 5 ans après l'incendie, comme l'avait annoncé Monseigneur Macron. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé. Comme l'avait annoncé, oui, le président Macron, car oui, c'était l'un des enjeux de la cérémonie d'ouverture, figurez-vous, laïcité oblige. Le chef de l'État devait-il faire un discours devant l'édifice ou dans l'édifice entre l'encensoir et l'eau bénite. Certains se disaient que ça pouvait poser problème en termes de laïcité. Les organisateurs ont donc coupé la poire en deux avec un discours présidentiel devant Notre-Dame sur le parvis. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve après 18h. Et dans un instant, retour aux États-Unis où Donald Trump nomme Elon Musk à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale. En France, un tel ministère serait-il utile ? Alors parlons vrai. Est-ce que mieux contrôler les résultats des administrations vous semblerait être une bonne chose ? Est-ce que ce qui se fait aux USA est transposable en France ? Et à cette question, comme avec Elon Musk aux États-Unis, un ministère de l'efficacité gouvernementale vous semblerait-il pertinent en France ? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir audacieux
j'attends vos appels au 0826 300 300. Et nous sommes avec le monsieur Choc de simplification sous le quinquennat de Hollande, François Hollande. Guillaume Poitrinal est avec nous, ancien chargé de la commission donc simplification administrative. Merci. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement on fait un faux procès à Elon Musk ? Oh, je sais pas, je fais pas de politique, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette campagne aux États-Unis a beaucoup tourné autour du sujet de la complexification administrative qui s'est opérée aux États-Unis comme partout dans le monde. La complexité administrative, c'est le cancer de nos démocraties et de nos économies aujourd'hui. Et là où on n'attendait pas Elon Musk, en fait, Elon Musk prend probablement ce qui va marquer, en tout cas ce qui doit marquer en fait, cette présidence de Trump, c'est-à-dire la simplification administrative. Oui, on va en parler dans un instant, vous bougez pas. Merci en tout cas de nous accompagner tous les jours jusqu'à 19h avec Philippe David et nos vraies voix du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans ce, comment dirais-je, de ce temple de la discussion, du débat, c'est ça, hein ? Ce salon où on cause, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme à la maison. En fait, c'est ce dimanche, c'est tous les jours dimanche autour d'un poulet, c'est ça. C'est la messe en moins. Là, c'est vous qui parlez de nourriture pour une fois, ma chère Cécile, c'est pas notre dodu. Autour d'un poulet, c'est de Philippe David. C'est ça que je veux dire. C'est un poulet Ici, il y a deux poulets. Il y a deux poulets. Il y a deux poulets. Chacun sa cuisse. Et en plus, ils n'ont pas de crête, les deux poulets. Oui, bon, bref. Allez, tout de suite, soyons sérieux. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une étoile est née, Elon. C'est un personnage, un gars très spécial, c'est un génie. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Citation d'Isaac Asimov, l'écrivain préféré d'Elon Musk. Elon Musk entre au gouvernement américain, nommé à la tête d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Le 47e président des États-Unis lui a fixé des objectifs clairs. Démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Et Donald Trump nomme Elon Musk à la tête du nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. L'homme le plus riche du monde occupera donc ses fonctions aux côtés de Vivek Ramaswamy et un autre fortuné conservateur. Le patron de X et de Tesla promet une transparence totale et il entend bien publier un classement des dépenses gouvernementales les plus stupides. Alors parlons vrai, est-ce que Trump fait un coup de com' avec cette nomination ? Peut-on quantifier une efficacité gouvernementale ? Et avec cette question, comme avec Elon Musk aux États-Unis, un ministère de l'efficacité gouvernementale vous semblerait-il pertinent en France ? Vous dites oui désormais à 87%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité Guillaume Poitrinal, ancien chargé de la commission simplification administrative, devenu aujourd'hui chef d'entreprise et cofondateur de la société WO2, promoteur immobilier de bas carbone. Merci d'avoir accepté notre invitation, mon cher Philippe. C'est une proposition, en tout cas une nomination qui fait beaucoup parler. Ah oui, mais une nomination qui fait beaucoup parler. Je trouve que l'idée de l'efficacité administrative est une très bonne idée et de l'avoir confiée à Elon Musk. En effet, on ne réforme jamais un système de l'intérieur. Il faut absolument qu'un regard extérieur se pose sur l'univers qui mérite d'être réformé, qu'un contrôle professionnel vigilant soit opéré, et si j'ose me placer dans une totale immodestie dans cette optique, combien d'univers où je suis passé, j'aurais aimé avoir le titre de responsable de l'efficacité. Je crois qu'il y aurait eu des choses à faire. Et donc, évidemment, au niveau des États-Unis, c'est monumental. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de quelqu'un qui en plus a démontré sa capacité d'initiative ailleurs. Françoise de Gaulle. Moi je trouve ça complètement délirant, d'abord parce que le système américain n'est pas le même que, donc c'est pour l'État fédéral, hein. Je suppose qu'il ne va pas aller chercher dans les États avec les gouverneurs. Je trouve ça complètement dingue. Vous avez Elon Musk qui est un pur génie, mais vraiment un type qui va donc, qui lui est l'homme le plus riche de la planète, qui lui-même passe des contrats avec cet État.
Donc, il faut comprendre que la NASA a totalement sous-traité sa conquête spatiale et sa politique spatiale à Elon Musk, uniquement à Elon Musk. Donc, cet homme est ministre, il va être chargé de restructurer des agences gouvernementales, agences avec lesquelles lui-même il passe des contrats pour aller. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez, voilà, vous êtes ça. Imaginez Vincent Bolloré, par exemple, tiens, ou Bernard Arnault, qui serait nommé par Emmanuel Macron ou Michel Barnier, expert, si vous voulez, de la dépense et de l'efficacité. Mais c'est délirant, en fait. En réalité, c'est délirant parce qu'il va le regarder à travers quel prisme Elon Musk. Est-ce qu'il va regarder les services publics qui sont déjà dépecés aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il va regarder? La politique écologique, bien sûr. On sait très bien ce qu'il va aller regarder. On sait très bien. Donc, cet homme est juge et parti, il passe des contrats avec un État qu'il est lui-même, avec lequel il est lui-même, donc qui est son client. Pour moi, le ministre de l'efficacité gouvernementale en France, ça s'appelle un Premier ministre. C'est-à-dire qu'il est là normalement pour faire les réformes, pour mener le gouvernement et après rendre des comptes. Si, c'est nommer des ministres et qui doivent appliquer une feuille de route. Et surtout, ce qu'on a, nous, on a la Cour des comptes. Donc en fait, c'est pas que un gadget. Ça nous coûte aussi cher, la Cour des comptes, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont quand même bien payés, qui nous sortent effectivement des audits et qui donnent des prescriptions. Et après, on les suit pas. Et souvent en France, on a aussi des organismes d'audit gouvernementaux et souvent les rapports qui sont faits, ils sont faits pour caler les armoires parce qu'en fait le politique s'en empare, ça fait parler, pendant ce temps on fait des moratoires et à la fin on cale les armoires avec les rapports. Voilà. Donc en fait on a tous les outils qu'il nous faudrait en France sauf qu'on ne s'en sert pas. Vous pensez, comme Jean-Christophe Couvi, que c'est le Premier ministre qui est celui qui calcule, on va dire ça comme ça, qui contrôle les dépenses publiques, ou vous pensez qu'il faut un monsieur dépenses publiques? Enfin, il y en a même deux, comme aux USA. Appelez-nous au 0826 300 300. Et avec nous, notre invité Guillaume Poitrinal, qui est avec nous, ancien chargé de la commission simplification administrative. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, oui, je comprends, on comprend tous que l'annonce de ces deux membres du gouvernement puisse faire un petit peu tâche aux États-Unis. Quel est votre regard, en tout cas, sur cette nomination, même si je sais que vous ne faites pas de politique, bien sûr? Ouais, moi je fais pas de politique, mais il faut bien comprendre qu'en matière de complexité administrative, tout le monde est en conflit d'intérêts. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Si on confie ça à un haut fonctionnaire, on va dire, attendez, le haut fonctionnaire, il est considéré comme jugé parti. On confie ça à un patron, on dit il est jugé parti. On confie ça à un politique, on dit il est jugé parti. Donc tout le monde est jugé parti en matière de complexité administrative. Ça, c'est le premier constat. Donc on peut pas dire tout de suite, Monsieur Musk, écoutez, compte tenu d'eux, etc. Voilà. Après, Monsieur Musk, il va proposer des choses et aux États-Unis, c'est une démocratie. Donc ensuite, ça passe devant un Sénat. Et devant devant la Chambre des représentants. Donc c'est pas quelque chose qui va être fait en sous-main. Je crains pas le conflit d'intérêts de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a un président de la République qui inscrit cette nécessité de simplification administrative comme étant une des priorités de son mandat. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait simplifier la France. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour faire le constat, et vous l'avez vu dans votre sondage, que la France est un pays aujourd'hui dévoré par la complexité administrative, dévoré par le nombre de responsables politiques, administratifs, dévoré par l'épaisseur des codes, du code du travail, le code de l'environnement, le code de la fonction publique, le code de la santé. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'hyper-production législative et réglementaire où, franchement, on dit que personne n'est censé ignorer la loi, mais personne ne connaît la loi tellement elle est compliquée, tellement elle est devenue complexe. Et donc on est dans ce système d'embolie aujourd'hui de la complexité administrative qui ralentit, qui empêche. C'est probablement la raison de la crise de l'hôpital, c'est probablement une des grandes raisons de la crise de l'enseignement aujourd'hui en France. C'est la raison de la lenteur du progrès de nos projets d'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on met 30 ans pour faire le métro du Grand Paris? Tout ça, c'est la complexité administrative. Ça coûte très cher, personne ne paye, mais ça coûte très cher à tout le monde à la fin. On peut répondre. À votre avis, Guillaume Poitrinal, le fait d'avoir nommé au gouvernement, si je ne me trompe pas, une ministre de la coordination gouvernementale d'une certaine manière, est-ce qu'on n'aurait pas dû élargir un peu ses compétences pour en faire un ministre de l'efficacité administrative? Ça n'aurait pas été absurde, non ?
Oui, ça aurait pas été absurde. Alors maintenant, ce sont que des mots. Il y a très très longtemps, depuis très longtemps, nous avons un ministre de réforme de la fonction publique. Il faut quand même le savoir. La réforme de la fonction publique, c'est une bouteille à l'encre. Enfin, ça fait très très longtemps que depuis Raymond Barre, en fait, on essaye de simplifier tout ça. On n'y arrive pas. La seule manière d'y arriver, c'est de prendre un étage à l'Élysée, car la seule personne qui peut réellement aujourd'hui avoir le poids pour le faire, et encore faudrait-il qu'il ait une assemblée aussi pour le suivre. Enfin, imaginons un président avec une assemblée qui puisse le suivre, un étage complet de l'Élysée qui ne fait que de la simplification administrative, autant sur les questions d'infrastructure, c'est-à-dire le nombre d'autorités, démêler l'enchevêtrement des responsabilités des collectivités locales. Vous connaissez le nombre de collectivités locales, tout le monde s'occupe de tout, et ça il faut le faire. Il n'y a pas simplement les autorités administratives indépendantes, il y a aussi le nombre de collectivités locales, et puis derrière aller repeigner un à un les articles des codes pour que les choses deviennent compréhensible pour tous, mais surtout plus rapide, plus simple à comprendre. Guillaume Prétrinal, vous êtes tout à fait aimable. Hein. Je connais votre passion pour la simplification. Mais enfin, la réalité, c'est que vous dites que tout le monde est en conflit d'intérêts. Non, absolument pas. Il n'y a aucune commune mesure entre un haut fonctionnaire qui prend la direction générale des services vétérinaires, si vous voulez, et Elon Musk qui passe des milliards de contrats avec la NASA. Donc ça, c'est le premier point. Je veux bien que vous balayiez ça d'un revers de la main en nous expliquant en plus que c'est une grande démocratie. Trump va quasiment tout contrôler. Moi, je vous entends, ça me fait froid dans le dos. Vous expliquez en gros que c'est la complexité administrative qui est responsable de la crise à l'hôpital et de la crise dans l'éducation nationale. Mais soyons sérieux quand même. Oui. Chère madame, est-ce que vous avez parlé à des praticiens? Est-ce que vous savez ce que c'est que le codage à l'hôpital? Bien sûr, je sais surtout ce que c'est. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les praticiens, nous parlons avec les mêmes êtres humains, mon cher ami. On n'est pas, nous, forcément des journalistes installés tout le temps les fesses sur un fauteuil. Les praticiens, ils vous disent tous la même chose. Il y a un problème, bien sûr, avec la direction des hôpitaux, mais la réalité... Et la paperasse. Peut-être la paperasse, mais la réalité, la réalité, c'est le manque... Mais enfin, c'est d'abord le manque du personnel. Écoutez, soyez assez aimable pour reconnaître. Guillaume Poitrinal, restez avec nous, 0826 300 300, avec Sylvie qui nous appelle de Courbevoie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. En fait, à propos des États-Unis, je vois bien même selon qu'on aime Trump ou qu'on n'apprécie pas, on peut avoir des avis partagés. Ce à quoi il veut s'attaquer, c'est la FDA, le FBI, la CIA, etc. Alors attendez, le FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est pour l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Le FBI, on connaît, mais c'est pour rappeler ce que c'est. Il veut s'attaquer à ça? Ce serait rentrer dans une discussion trop longue, mais c'est pas les mêmes étages et les mêmes millefeuilles que chez nous, parce que l'organisation des États-Unis sont pas comme chez nous. Mais je voudrais juste poser une question concernant... d'abord, effectivement, les médecins, les enseignants, etc., tout le monde le dit, ils croulent sous la paperasse à remplir, tout le monde, les plombiers, tout le monde. Mais moi, j'ai juste une question sur toutes les agences. Il paraît qu'en France, on en a autour de 150, avec autant de personnel qu'il faut payer, qui ont leur poste à justifier, etc. Et mon mari travaille en administration centrale, on sait bien de quoi on parle. Une question toute simple, est-ce que quelqu'un, là, qui parmi vous sur le plateau ou qui écoute, a l'impression que depuis que l'ARS a été créée, nos services de santé se portent mieux? Non, on va être unanime. Mais les agences, ça quoi? Ça peut être l'ANS, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous touchez à ça? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux à l'époque au ministère de l'Agriculture. C'est des agences très importantes. Il y a agence et agence. Il y a beaucoup d'agences inutiles. Gilles, restez avec nous, Sylvie. Gilles est avec nous aussi de Shell. Bonsoir, Gilles. Gilles, est-ce qu'il faut toucher? Qu'est-ce que vous réagissez, d'ailleurs, à ce qu'on dit les vrais voix? Est-ce que vous pensez qu'il faut un Elon Musk en France pour le même poste et les mêmes fonctions? Alors, est-ce qu'il en faut un? Moi, je dis, mais 100 fois oui. Mais est-ce que ce sera possible? Non, parce que la France n'est pas les États-Unis. Guillaume, allez-y. Non, mais le but, moi je comprends que le but recherché, c'est de faire des économies, de simplifier des choses, etc. Nous-mêmes dans la police, par exemple, on demande une simplification des actes. Sauf que d'un autre côté, il y a l'Europe qui est là, qui nous met des normes. Et donc d'un côté, le pays français, la France veut simplifier, mais de l'autre côté, on nous impose aussi des normes. Donc, mais la France met des normes sur les normes européennes aussi. Demandez aux agriculteurs. Mais nous aussi, on est dans la fonction publique. On serait pour une simplification, etc. Mais il faut faire quand même attention
attention, parce que sinon, même à la fin, dans le droit du travail, il suffit qu'on nous mette le droit du travail du Bangladesh, et là, ça va encore plus simplifier les choses. Hein. Ouais. Là, c'est sûr qu'il n'y aura plus jamais de droit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais non, mais voilà, ça dépend ce qu'il faut faire aussi. Voilà, oui à la simplification, mais attention à ne pas tomber justement dans le tout venant comme les États-Unis, parce que franchement, je préfère travailler en France qu'aux États-Unis. Guillaume Poitrinal, certains disent que finalement le choc de simplification, c'est un peu comme les niches fiscales. Il y a toujours un chien prêt à aboyer et mordre derrière. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure en France? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait un Elon Musk ou une Margaret Thatcher pour taper du poing sur la table un bon coup? En fait, il y a toujours, on sait, à chaque fois qu'on sortait une mesure avec Thierry Mandon, nous avions des lobbies qui étaient en face. Pas nécessairement des lobbies publics. On nous a souvent dit, attendez, ça doit être les énarques qui sont pas contents, les trucs, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui, en fait, tout simplement vivent de la complexité administrative. Ce sont tous ceux qui vont vous aider ou qui vont aider les entreprises, à remplir tel formulaire pour telle autorité qui en a besoin, qui le lira ou qui ne le lira pas d'ailleurs. Voilà, moi, dans mon métier de promoteur immobilier, la taille, l'épaisseur des permis de construire a été multipliée par 10 en 15 ans. Il y a là-dedans des cotes qui ne sont jamais lues par personne, par aucun service instructeur des permis. Mais on nous dit, attention, il faut que ce soit bien rempli parce que c'est là où, si vous ne faites pas ça, vous pourrez avoir du contentieux. Donc oui, il y a énormément de contre-pouvoirs. Il faut un pouvoir central très fort pour réformer un pays, pour le rendre plus simple. C'est ce qu'ont fait nos amis hollandais, c'est ce qu'ont fait les Anglais. Et puis il y a des pays où l'acte d'entreprendre tout simplement et où la vie des gens est plus simple parce que le poids de l'administration n'est pas le même qu'en France. En France, on aime bien sédimenter, on aime bien rajouter des obligations, des déclarations. On a des textes extrêmement compliqués. C'est ça la réalité de notre pays. Oui. Et vous imaginez le réservoir de croissance. Si jamais on arrivait à simplifier ça, ça serait considérable. Ça serait un choc pour le coup de compétitivité. Philippe Bilger, en fait, on a l'impression que dès qu'il y a un problème, on fait une loi. Oui, mais parce qu'on croit qu'une loi est une action. Et alors qu'il y a des pays qui a le record de loi inappliqué. Non, mais bien sûr. En réalité, tout le monde exige la simplification administrative, mais très peu la veulent réellement. Parce que paradoxalement, ça fait perdre du pouvoir à ceux qui dirigent. Oui, absolument. Alors, et certaines entreprises, permettez-moi de vous dire aussi que certaines entreprises en bénéficient, parce que le marché français, du coup, est plus protégé, parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ne rentrent pas en France parce que c'est trop compliqué. Eh ben on vous invitera pour gérer la simplification des vraies voies. Il y a du boulot. C'est pas facile, je vous assure. Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on demande la simplification et en même temps, les citoyens demandent de la protection. Et c'est ça qui est. Mais les deux peuvent aller pair. Oui, mais c'est vrai, il y a un sentiment paradoxal. On peut pas tout avoir en fait. Et effectivement, il faut faire attention à pas mettre que des coups de scalpel. Enfin, il faut mettre des petits coups de scalpel plutôt que justement de tronçonner quoi. C'est l'occasion de dire au revoir. Merci beaucoup Guillaume Poitrinal d'avoir été avec nous. Donc ancien chargé de la commission simplification administrative et devenu aujourd'hui chef d'entreprise, cofondateur de cette société WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et ça, on aime bien quand c'est bas carbone. Hein oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Allez, dans un instant. C'est mieux que bac à sable. Je suis en forme aujourd'hui. Oh, mais Winter, on dirait Philippe David. Je vous en prie. Françoise, faites comme si vous aviez aucune chance. Qui c'est qui l'a dit? C'est peut-être à vous dans un instant. Gilles, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez jouer au qui c'est qui l'a dit dans un instant. Et c'est peut-être vous qui allez gagner. Ça se discute pour l'instant. On a simplifié les questions. Ah non, Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. C'est Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous avez raté le début, c'est très dommage, mais vous pouvez le réécouter en podcast. Tout est podcasté, donc vous ouvriez votre petit Twitter, vous allez le trouver. Vous ouvrez votre petit Instagram, vous allez trouver des bouts. Vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez sur la chaîne YouTube. Elle est en forme, non mais oui, sudradio.fr. Elle s'est reposée, hein. Elle s'est reposée, on ne sait pas. Alors écoutez, je ne suis pas du tout reposée puisque j'ai fait 4 jours de travaux. Elle a peint, entre autres. On a même vu un commentaire sur Twitter que vous avez fait beaucoup de peinture. Je suis une artisan le week-end, moi, monsieur. D'accord. Je retape. Voilà, donc je peux retaper ici aussi. Bougez pas. Allez, Gilles, vous êtes avec nous d'abord. Alors, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi sont avec nous. Gilles, c'est à vous de lancer le jungle.
Et en avant pour le qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, le quiz de l'actu. Oui, très bon, très bon, très bon. Avec j'espère, une victoire à la clé. Mon cher Gilles, bougez pas. Un point, qui c'est qui l'a dit sur le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Il faut bien justifier cette procédure qui est apparue plus que branlante. Gilles. Marine Le Pen. Bonne réponse de Marine Gilles. Le Pen. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Alors ce n'est pas un homme politique, c'est un cinéaste. Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses. Très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison. Je sais qui c'est. Gilles. Un réalisateur. Oui. Claude Lelouch. Bonne réponse de Gilles. Je l'avais, ouais. C'est évidemment chez Pascal Praud. Qui c'est qui l'a dit? 2 points sur France-Israël. Il est important d'exclure ces équipes nationales qui bafouent le droit international. Gilles. Ça c'est les filles, ça. Allez, Mathilde Panot. Non. Manuel Bompard. Non. C'est Clémence Bonne Gatti. réponse. Sébastien Est-ce qu'il a bien dit ça ou autre chose? Non, il a mais bien dit ça. oui, il a dit ça, oui. Il en dit des choses. Hein, mais Qui c'est qui l'a dit, les amis? Attention, celui-là vaut 3 points. Oh là. Je crains que non, nous ne soyons pas au bord d'une révolte sociale dure. Je le souhaiterais. J'aimerais une colère sociale. Gilles. François Ruffin. Bonne réponse de Gilles. On les a qui a tous et écouté il les a Sud Radio tous. ce matin. Ah, mais moi c'est pareil. Non, mais Gilles, c'est un Il malin. est trop fort. Non, mais il est Avant fort. la pub, oui, je sais pas si je vais Oui. Non, c'est pas ça, c'est qu'il regarde. Parce que je suis Là, sûr il que sur le domine. louche, il a regardé sur son smartphone. Là, il domine. Je taquine. Mais si vous l'écoutez pas quand il parle, c'est pas la peine de lui poser des questions. Il y a un taquining. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Comité de la hache anti-bureaucratique. J'en ai rêvé et Elon Musk va le faire. C'est facile. Éric Ciotti. Valérie Pécresse. Bonne réponse de Françoise Degois, Présidente de la région Île-de-France. qui engrange 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la revalorisation des retraites? On n'arrivera pas à rafistoler le Titanic. On est en train de planter toutes les générations qui arrivent. Gilles. Non, Jean-Luc Mélenchon. Non. Non. Manuel Bompard. Non, c'est pas le même bord. C'est pas Il est le même maire, bord. il est maire. C'est Lisnard, David Bonne Lisnard. oui, oui. réponse de Françoise Degois qui revient du Diable Le Vauvert. maire de Cannes est On y a président combien là? de l'AMF. Eh bien, Gilles a 7, vous avez 6, Jean-Christophe 2 et Gilles. Philippe Bilger. Et arrêtez de parler Gilles, quand ça- je parle. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Bah ouais, vous faites pas attention. Bah c'est pour si, ça. je vous demande de vous voir que arrêter. vous. Ouais, oui, c'est ça. Arrêtez là. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points sur la nomination d'Elon Musk. J'ai hâte de partager des bonnes pratiques. Non, facile. Oh mince. Bah oui. Casmarian. Bonne réponse. Elle a été un poil plus rapide. J'avais levé la main avant, mais bon, c'est pas grave. Allez. Non, Honneur aux bah, dames, honneur aux pour le dames. coup, c'est celui qui parle. Hein. Ah, c'est celui qui parle. Ouais. Ok, maintenant je connais les codeurs. Allez, qui c'est qui l'a dit? On change d'ambiance à 3 points. C'est une chanteuse. J'aime chanter, c'est un exutoire pour moi. C'est une façon de me libérer. Gilles. Qui est original, là. Céline Dion. Non. Luciani. Non. Non. Elle vient du Sud. Mireille Mathieu. Chimène Badi. Bonne réponse de Gilles. Ah, il repasse devant. Et On est à il combien? repasse devant. 18. Allez, la der des der, attention, 3 points. Trop fort. Qui c'est qui l'a dit sur l'hôpital? Rien ne se fait dans un claquement de doigts. Désengorger les urgences, c'est une obligation. Il faut des moyens, mais il faut aussi des transformations et elles sont à l'œuvre. Gilles. Non. Le ministre de la Santé. Bonne réponse de Philippe Bilger, il l'a dit. Geneviève Dariussec. Bah, je l'ai dit moi, les ministres de la Il a dit Santé. Dariussec. Non, il a dit Dariussec avant. Ah d'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, la messe est dite. 10 points pour Gilles, Oh là 8 là points là. pour Françoise Bravo. Degois, 3 points pour Philippe Bilger, 2 points pour Jean-Christophe Couvi. Bravo, Gilou. Et je dois dire, Gilles, que vous avez tenu la route. Ah ouais, Gilles, il a quand été même, très là, fort. Ouais, j'adore. Dès Ouais. que Cécile le Merci à souhaite, tous. les gens gagnent. Mais oui, c'est parce que je leur envoie du fluide comme ça. Je leur envoie du fil. Je leur envoie les réponses, mais surtout. Je suis très bonne. mon C'est la cher. simplification. Jamais. Gilles, bon retour à Shell. Enfin, je sais pas si vous êtes parti de Shell ou pas. Vous êtes Celle que j'aime, en tout cas. Oui, mais merci quand même. Pas mal. Bah, allez, on vous fait des gros bisous. Vous avez été un super candidat. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo et le retour des vraies voix jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix du jour avec vous, bien entendu, au 0826 300 300. Et puis Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, syndicaliste policier, et vous au 0826 300 avec Aude qui vous attend bien entendu au standard. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je vais dire que 9 ans après le 13 novembre, il y a certaines leçons qu'on n'a toujours pas retenues. Et on en parlera dans un instant. En attendant, Richard de Toulouse est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir Richard. Eh oui, pour un coup de gueule. Ah oui, pour un coup de gueule, Stéphane Séjourné. Vous n'êtes pas fan de Thierry Breton et pourtant, vous le trouviez meilleur que Stéphane Séjourné. Ben ouais, Thierry Breton, il avait, on va dire, quelques passifs à son actif, mais c'est un homme qui connaissait l'industrie, qui avait une expérience, qui s'était formé, qui avait une vision de l'industrie et une vision de l'industrie française quand même. Donc et Monsieur Séjourné, ben, on va dire, il a ni les connaissances, ni la formation, ni l'expérience. Je trouve que c'est dramatique d'en prendre pour 5 ans, parce que les commissaires sont inamovibles. Dramatique pour la France de positionner quelqu'un qui n'a pas de référence dans le domaine, si ce n'est quelques idées politiques sur le tout électrique. Et je trouve que c'est pathétique et c'est un peu une honte de l'avoir repositionné. On aurait fait mieux de lui payer une rente à vie que de venir encombrer les couloirs européens de son incompétence. Excusez-moi, il est très jeune, une rente à vie, ça aurait coûté très cher, Richard. On va faire il nous coûtera encore plus cher là. J'espère que Richard n'a pas totalement raison. Bien sûr, les conditions de sa nomination, son parcours un peu irrégulier, trop rapide ici, trop lent là, et il ne m'a pas donné l'impression d'être un aigle dans le domaine de l'industrie. En tout cas, il la commène. Mais on ne sait jamais. Il n'a pas été trop mauvais dans les petits extraits que j'ai entendus où il répondait à certains. Bon, Françoise Degois. Oui, moi, c'est un grand mystère pour moi, un grand point d'interrogation. L'ascension fulgurante de Stéphane Séjourné, honnêtement, partout où il est passé, c'est même pas grave, c'est qu'il est invisible en réalité. Il est passé au Quai d'Orsay. Vous vous rendez compte quand même que Stéphane Séjourné part d'une conquête de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et il a un parcours absolument fulgurant. Moi, je suis très gêné par ça. Je veux pas la mort du petit cheval et je suis d'accord avec notre auditeur. J'avais beaucoup de désaccords avec Thierry Breton, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Thierry Breton, petit 1, a les idées claires, qu'on soit d'accord ou pas, et c'est une vraie personnalité. Hein. D'ailleurs, son départ montre à quel point c'est une vraie personnalité, et ça, c'est très important. Je préfère, moi, un homme de droite qui a une vraie personnalité, qui défend ses convictions, plutôt que quelqu'un d'un espèce de centre mou qui ondule et ondoie. Jean-Christophe Couvi. Non, moi j'ai pas d'avis, je connais pas la personne, je connais pas son cursus, je suis pas très qualifié pour décider s'il est à sa place ou pas. En principe, on y met aussi des gens de confiance par rapport à la couleur, j'allais dire, du gouvernement. Voilà, moi je passe mon tour, je sais pas. Oui, non, mais c'est bien de le dire. Ah, oui, merci Richard, merci de nous avoir fait traiter ce. C'était bien, en plus c'était vachement bien argumenté, Richard. En plus, c'était pas agressif. Moi, j'ai trouvé ça. Je suis un peu désabusé, un peu comme vous. Voilà, je pense que c'est surtout ça le sentiment. Je suis 100% d'accord avec François sur la vision. Ouais, désabusé. Merci beaucoup en tout cas. On est ravis de vous avoir eu. À très bientôt. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oui, malheureusement, on est le 13 novembre et certaines leçons n'ont pas été retenues. Vous allez voir pourquoi. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300 si vous voulez. Comme Richard, commenter l'actualité. On vous attend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h pour traiter l'actualité, pour donner notre avis, partager cette actualité qui est bien forte en ce moment. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, Philippe David, Cécile... Ah, ça c'est moi. Ça va, je plaisante. Ah, c'est drôle. Mais c'est drôle, allez, tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Ah oui. Les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt de nombreuses villes, puisqu'on y trouve entre autres Rotterdam, Lyon et Toulon. Pourquoi ? Parce qu'un homme a été interpellé mardi soir en gare de Toulon après avoir mis des coups de poing au visage et des coups de pied dans les tibias d'une femme de 26 ans dans un train qui circulait entre Marseille et Nice. Si on s'arrêtait là, rien de bien grave, des coups de pied et des coups de poing dans les transports publics relevant du quotidien dans notre beau pays. Je vous rassure, c'est bien évidemment du second degré pour la première partie. Là où les choses sont beaucoup plus graves, c'est que l'homme a été reconnu par un policier de police secours venu l'interpeller, qui a reconnu l'individu qui avait fait le tour des réseaux sociaux en vidéo en tuant un coup de parpaing à un SDF à Lyon après avoir commis le même type d'acte à Rotterdam. Un individu qui a pu rentrer en France alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour un homicide volontaire à Évry, un soupçon d'homicide à Strasbourg, un autre à Lyon, ainsi que des violences volontaires à Dijon. Comment oser dire aux Français qu'ils sont en sécurité alors qu'un individu particulièrement dangereux et multirécidiviste peut rentrer en France comme on rentre dans une épicerie ou chez le coiffeur? Est-ce blasphématoire de dire que les accords de Schengen, qui ont supprimé les frontières intracommunautaires, nous mettent tous en danger? Comment, en ce 13 novembre de sinistre mémoire, ne pas faire le rapprochement avec des terroristes ayant semé la mort dans les rues de Paris il y a 9 ans, qui étaient venus en toute tranquillité de Belgique et qui ont d'ailleurs pu y retourner en toute tranquillité pour certains? Comment, alors que l'individu était également recherché aux Pays-Bas, expliquer qu'il a pu passer au moins 2 frontières sans être inquiété ou contrôlé de quelque manière que ce soit? Des questions qui, comme d'habitude, auront pour seule réponse que l'Europe c'est fabuleux et que revenir au contrôle aux frontières sera une abomination. Une vision des choses qui ne doit pas être partagée par les familles des victimes de ce sinistre personnage. Tu as raison. Vous avez raison, pardon. Ouais. Alors, Schengen, oui, Schengen, il faut quand même dire, moi, je comprends tout à fait votre colère, hein, Philippe. Moi, ces vidéos sont glaçantes. Ah oui, sérieusement. Moi, j'ai pas pu regarder jusqu'au bout. Merci, moi, c'est pareil. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est un fait? Ben non, c'est pas fait. C'est vraiment vrai. Sur Schengen, rappelons quand même que Schengen, on les remet. C'est quand même d'ailleurs très étonnant que pendant le Covid, moi, j'ai pas mal voyagé quand on avait le droit, parce que entre la France et l'Italie, et je me suis rendu compte qu'on avait remis. C'est marrant, pour le Covid, on a remis en place les frontières. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus passer d'un aéroport à l'autre sans être contrôlé. C'était dingue, vous étiez contrôlé à Orly, même à Beauvais si vous alliez en Sardaigne, vous étiez contrôlé dans tous les aéroports. Donc c'est-à-dire que on remet Schengen. Schengen, ça n'est pas permanent. Schengen entre la France et l'Italie, c'est remis par exemple du côté de Nice, par exemple. Je vais vous avouer, j'ai passé 6 ou 8 fois la frontière entre France, Belgique, Luxembourg, France, Allemagne. Je n'ai pas eu un contrôle. Non, mais ça, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais on est capable de les remettre si jamais il y a une alerte. Pendant les alertes terroristes, Jean-Christophe peut nous le dire. Alors, moi, je voulais juste saluer ce policier. Quel physionomie. C'est incroyable de faire le lien. Et c'est là qu'on se dit les talents des policiers, monsieur Couvi. C'est dingue. Bah oui, non, mais moi, j'ai des collègues. Même moi, des fois, j'ai tourné avec beaucoup de collègues. Il y a des flics qui sentent des choses, mais qui ont un 6e sens, qui tout de suite voient qu'une personne va passer à l'acte, etc. Moi, ça m'a toujours sidéré. Je vous jure, c'est impressionnant. Des vrais chasseurs, entre guillemets, mais nobles, quoi, de la version noble du chasseur. Hein. Et vraiment, je suis toujours impressionné par certains de mes collègues. Et oui, on a un problème avec ces frontières, mais enfin, le narcotrafic, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, il n'y a plus de frontières. Donc du coup, tous les grands, les grands groupes ont explosé. Les petits dealers peuvent aller faire leurs courses tout seuls maintenant. Etc. Et on voit que justement qu'on a un problème, en fait on ne résout rien. Aujourd'hui l'immigration clandestine c'est un problème, pourquoi? Parce qu'on peut traverser les frontières tranquillement, aller et venir, et oui, un de ces quatre, on l'a vu effectivement il y a 9 ans, un commando de Belgique qui vient commettre un attentat en France, qui repart tranquille, ben là ça va être la même chose, peut-être un jour venant d'un autre pays, etc. Donc oui, ça nous pose un problème. Maintenant c'est un problème politique, encore une fois, et malheureusement 9 ans plus tard, on est en plein dedans. Et on se dit, mais comment on peut faire pour améliorer le système? Encore une fois, tout repose sur les policiers. On peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Et oui, on aimerait sécuriser un peu plus nos citoyens, sauf que... Et on salue les douanes aussi, qui font un travail formidable, c'est important. Mais encore une fois, je vous dis, un pays souverain sans frontières, c'est plus un pays souverain. Moi, je pense que c'est pas mal la libre circulation. Enfin, on a le droit de traverser les frontières en ayant des documents de l'UE. Mais après, je suis désolé, on a le droit aussi de contrôler les flux. Quand même. Bien sûr, mais la réalité, c'est que surtout quand on veut les remettre, je redis, on les remet. Pendant le Covid, on a remis ces frontières. Donc ça veut dire qu'à regardez l'Allemagne les remet de toute façon en ce moment. Voilà. Donc ils ont fait chuter l'immigration clandestine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez. Voilà, c'est assez. Schengen n'est pas
une sorte de moule dont on ne pourrait pas sortir. On peut en sortir quand un pays est souverain. Donc les pays sont souverains, puisqu'ils décident de remettre ou pas leurs frontières. Bah oui. Allez les amis, merci beaucoup Philippe David. C'est vous Philippe David? C'est bien moi. Ouais, vous voulez mes papiers? Non, c'est grave. Je suis en train de regarder mon fichier, vous n'avez rien à déclarer. Allez. Vous avez bien fouillé, attendez. Il y a du foie gras. Attends, t'as fait les bagages, il y a du foie gras, il y a du cognac. Non mais Françoise, dès qu'il rentre de week-end, je le pèse. Si vous voulez. D'ailleurs, la balance a explosé. Il est payé au poids. Donc voilà. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. Le tour de table. De l'actualité. Oh, j'adore ce jingle. J'embrasse nos réalisateurs parce qu'ils sont très bons. Ça me fait beaucoup rire. Et c'est vrai que dans cette actualité parfois lourde, ça fait plaisir. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix avec mon Philippe Bilger. Vous avez remarqué, c'est le mien. Oui, ça me fait plaisir pour une fois un petit signe d'appropriation. Là, on aime la soumission. Identité, c'est très bon. Et alors, tout va bien. Votre point de vue sur François Ruffin. Quel week-end ils ont passé? C'est quand même comme beaucoup, j'ai écouté François Ruffin ce matin chez Jean-Jacques Bourdin et j'ai été frappé tout de même. Il y a quelque chose chez lui. Il ne sera jamais président en 2027 puisqu'apparemment il est prêt à participer à la joute, mais il proférait des arguments qui me semblaient relativement empreints de banalité, pas très éloignés de ceux du nouveau Front populaire, mais il les disait avec une sorte d'alacrité chaleureuse, enthousiaste, allègre, et qui donnait une fraîcheur à des propos qu'on avait beaucoup entendus. Et il y a 3 idées forces chez lui qui m'ont beaucoup plu. La première, elle n'est pas très originale. Il disait il n'y a pas de capitaine à la tête de ce pays et peut-être pas d'équipage. Il allait peut-être un peu loin. La deuxième idée me paraissait très intéressante lorsqu'il a dit je n'ai rien contre les élites, contre l'élite, mais les élites d'aujourd'hui ne nous protègent plus. J'ai trouvé ça très fin. Et la dernière idée, elle est classique chez lui, mais elle est très pertinente. C'est l'hommage qu'il a rendu aux travailleurs du quotidien, à tous ceux qui restent dans l'anonymat, qu'on a célébré à une certaine époque, mais qu'on oublie aujourd'hui. Moi, je trouve que l'étoile de François Ruffin a beaucoup pâli, en fait, en réalité. Absolument. Je pense que François Ruffin avait beaucoup plus d'éclat avant les législatives. Il me semble que toute sa séquence législative, quand d'un seul coup il se met, on ne sait pas pourquoi, à se retourner contre Jean-Luc Mélenchon, je ne peux pas lui reprocher, mais il fallait se retourner avant contre Jean-Luc Mélenchon et ne pas attendre un accord pour éventuellement être élu. Je veux dire, si vous vous retournez contre Jean-Luc Mélenchon, ce que nous avons été très nombreux à faire, c'est le 7 octobre. Vous attendez pas les législatives parce qu'on pensait... Il est fort encore. Oui, parce que vous pensez en plus que vous allez être battu, donc il faut trouver un coupable. Moi, je trouve que son étoile a pâli. Alors c'est vrai que son discours est fort sur le travail, il y a une forme d'humanité, mais il y a quelque chose quand même chez lui. Je trouve que pour le moment, en tout cas, on ne sait plus trop où il est. Il est chez les écologistes parce qu'il n'a pas pu être ailleurs. Il est en rupture de banc sans lettres. Je pense que c'est quelque chose qui est passé, en fait, Jean-François Ruffin, à l'intuition comme ça. Ruffin, c'est alors on peut aimer ou pas, enfin on peut être de son bord, pas de son bord, etc. Mais c'est quand même un personnage, quoi qu'on dise. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, notamment quand il vit avec un SMIC. Je crois que c'est le seul homme politique député qui s'engage à vivre qu'avec le SMIC. Mais pour savoir ce que c'est. Il reverse tout. Et donc ça, alors voilà, c'est pas forcément mon opinion politique, mais n'empêche que je salue l'homme parce qu'il va au bout de ses convictions et il démontre par A plus B ce qu'il en est pour pour les travailleurs pauvre entre guillemets. Il explique qu'il vit avec un SMIC parce qu'il a les moyens véritablement avec ses droits d'auteur de compenser son SMIC, hein, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il donne une grande partie de son émolument parlementaire. Ça serait l'homme de gauche qui se rapprocherait le plus justement des gens entre guillemets un peu plus en difficulté et pauvres que les autres plus gauche caviar ou qui nous font des grandes tirades sur l'humanité. Je suis désolé, quand on voit qu'ils ont passé leur temps, notamment Jean-Luc Mélenchon, toute sa carrière en fait à vivre que de la politique, voilà.
Qu'est-ce qu'on produit? Moi, je suis pas comme vous, mon cher ami. Je suis pas critique avec les gens qui vivent de la politique. Je suis pour qu'il y ait des spécialistes de la politique. Mais enfin, bon, on n'est pas d'accord. Bon, pas grave. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Merci beaucoup pour ce sujet. On reviendra avec Françoise de Gois, le Bataclan, 9 ans après. Et Jean-Christophe Couvi, vous l'avez peut-être vu ce week-end. C'était le départ de la 10e édition du Vendée Globe. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, comme tous les jours, avec Philippe David et nos charmants. Oh oui. Quoi? Oh oui, j'ai pas fini. Nos charmantes vraies voix, bien évidemment. Voilà. En fait, c'est parce que je lis dans vos pensées. Non mais Philippe ne m'écoute pas. Il balance des mots comme ça. Vous allez dire vos charmants quoi? Bah ouais, mais vous saurez la semaine prochaine. Vous savez même pas ce que je voulais dire. Vous écoutez-moi un peu. Vous m'entendez en fait. En fait, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'entendez. Je vais vous faire une crise, Philippe David. Allez, qu'est-ce qui vous arrive? Non mais il y a un sujet depuis ce week-end, tous les deux. Non mais il y a un truc à changer entre vous. Je trouve qu'il a changé. Avec moi. Qu'est-ce qui étrange Marivaudage? Oui, il y a un truc. Il y a un truc. Oui, de Marivaudage. Je dis, c'est pas du trouble, c'est du trouble. Je sens qu'il y a du trouble dans l'air. Allez. On a très peu de temps. On va finir par vous, Françoise de Gois, dans quelques instants. Absolument. La 10e édition du Vendée Globe. Oui, je voulais faire un petit billet, parler de positif, parce que c'est vrai que je baigne dans le négatif dans la police, donc j'ai envie aussi. Voilà, 10e édition du Vendée Globe, tour du monde à la voile, sans escale, sans assistante, donc en solitaire. Moi, je trouve que c'est les derniers aventuriers du siècle. C'est l'Everest de la mer, c'est une épreuve magnifique. Et en même temps, quand on voit ce qu'il faut passer seul dans le noir, quand il y a la nuit, vous êtes tout seul dans l'océan perdu, vous dormez 45 minutes maximum, plusieurs fois par jour, pendant 3 mois pratiquement, vous allez manger des plats lyophilisés. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, moi, qui m'a interpellé. La plus jeune participante, sa premier Vendée Globe, elle a 23 ans. Ouais. C'est Violette d'Orange, et le plus âgé, j'allais dire, c'est Jean Le Cam, 65 ans. Ouais. Donc c'est impressionnant. Et donc voilà, moi je voulais faire mon petit billet d'humeur. C'est 45 000 kilomètres qui vont parcourir. Ils vont passer 3 caps, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lévin, le cap Horn, 3 océans, Atlantique, Indien, Pacifique. Enfin voilà, c'est pour moi. Avec des vents différents. Des vents différents. Et il y avait et là, dimanche, j'étais pour le départ. Il y avait des milliers de personnes, un engouement énorme. C'est 11 nationalités. La première fois d'ailleurs qu'il y a un Chinois qui participe. Il y a un Japonais qui est une vraie star au Japon. C'est le vrai samouraï de la mer. Et je voulais mettre ça en évidence. Et toujours dans ce petit département de Vendée, qui est très dynamique. Il y a 5% de chômage, là où la France en a 7,4%. Donc voilà, c'est un département fier, très innovateur. Il y a beaucoup aussi de grandes entreprises, très peu de chômage, dynamique. Et voilà, je voulais souligner ce petit département. Avec un immense bonheur, la solitude tout de même. Ouais, moi je suis fasciné. J'ai eu l'occasion de monter sur ces IMOCA, parce que c'est des classes IMOCA, c'est des bateaux extraordinaires qui vont très vite. Voilà, pensons à ça, parce que pourquoi ils dorment pas? C'est Marc Tiercelin qui nous avait expliqué ça, parce qu'ils ont peur toute la nuit de se taper une baleine, ou de se taper un cargo, ou de se taper un container à la dérive qui fout en l'air toute la course. Donc ils sont en veille permanente, c'est incroyable. Incroyable. Votre tour de table, Françoise de Gois, triste anniversaire. Une pensée quand même, parce qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait le jour où on a vu sur nos téléphones portables tomber Charlie. Nous étions en sidération, mais je pense qu'il y a eu un chagrin encore plus puissant, parce que c'est la même année. On commence l'année avec Charlie, on la termine avec Bataclan. Moi, je me souviens de mon hébétude au petit matin, le chagrin, parce que le 13 novembre, ce sont d'abord les terrasses, c'est d'abord le Stade de France, ce sont les terrasses, et ensuite il y a le Bataclan. Et je ne sais pas vous, mais nous comprenons tous, toute la nuit on suit les éditions spéciales, et nous comprenons tous que tout le monde est en train de mourir en fait à l'intérieur du Bataclan. On a quasiment assisté par procuration à la mort de 130 personnes, et notamment à l'intérieur du Bataclan. J'ai à chaque fois les larmes aux yeux, parce que ça me... Voilà, je veux y penser. Des envois supplémentaires dans des familles qui craignaient pour leurs enfants ou d'autres. Avec des téléphones qui ne sonnaient sans réponse. En tant que flic, c'est une plaie béante qui est toujours pas refermée.
informer, parce que nous, ça nous a marqué. Effectivement, on était attaqués, on n'était pas prêts, il faut le dire, on s'attendait pas à ça. Et moi, je salue aussi le courage des policiers qui sont rentrés dans le Bataclan. Moi, j'ai rencontré des collègues de la BRI qui sont allés avec le Ramsès, un bouclier, là, affronter les terroristes qui avaient des kalachnikovs. Pas habitués. Ah non, et puis rentrer dans le Bataclan, j'ai vu des photos, excusez-moi, c'est affreux. Et je me dis, mais comment on peut ressortir indemne de tout ça après et de faire une vie normale? Est-ce qu'on peut faire une pensée pour François Hollande, Manuel Valls quand même et Bernard Cazeneuve, parce que comme les policiers, ils sont rentrés. J'en ai parlé un jour avec Hollande, c'est inoubliable ce qu'ils ont vu quand ils sont rentrés dans Bataclan. Voilà. Mais mettez-vous à la place des policiers qui sont rentrés en avec premier. le Ramsès, c'est délirant, enfin, je veux dire. Et qui ont gardé leur cap. C'est dingue, c'est dingue, extraordinaire. Merci beaucoup pour ce sujet, Françoise, bien entendu, et on a une pensée pour les amis, la famille de toutes ces personnes. L'info plus, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et l'image du jour, c'est celle de deux hommes côte à côte devant un bon feu de cheminée. Deux hommes d'âge assez mûr en train d'échanger des mots courtois dans une pièce assez cossue. De vieux amis, me direz-vous? Eh bien, sachez que ces deux hommes s'appellent Joe Biden et Donald Trump. Mais non, calmez-vous, puisque je vous dis que tout s'est bien passé. Ils étaient à deux doigts de sortir la tisane et la petite boîte de gâteaux secs. Monsieur le président élu et ancien président, Donald, félicitations. Je me réjouis d'avoir, comme nous l'avons dit, une transition fluide. Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûr que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Bienvenue, lance Joe Biden à Donald Trump, qui lui ponctue ce petit speech de thank you. J'exagérerai à peine en disant qu'ils étaient à deux doigts de s'embrasser comme du bon pain. L'ancien et futur président Trump a même répondu sur un ton similaire à son successeur-prédécesseur. Thank you very much. And politics is tough. Merci beaucoup. La politique, c'est dur et souvent, c'est pas un monde très agréable. Mais aujourd'hui, c'est agréable et je suis reconnaissant d'une transition si fluide. Elle sera la plus fluide qui soit et j'apprécie beaucoup cela, Joe. Voilà, ça se donne même du Donald. Cette invitation du président élu, c'est une tradition, mais bon, elle n'avait pas eu lieu il y a 4 ans dans les circonstances que je vous rappelle pas. Les démocrates ont été impeccables et donc ils ont eu une contagion positive sur Donald. Oui, moi j'aime bien qu'on envoie ces images au monde. Sérieusement, c'est mieux que c'est mieux que Washington il y a 4 ans, le Capitole il y a 4 ans. C'est le cinéma, quoi, en fait. C'est-à-dire que pendant presque un an, on s'insulte, on s'envoie tous les pains dans la figure, on se fait les coups les plus vaches, on fait les poubelles, et puis quand on se voit, on se fait presque des bisous. Salut mon pote. Ça s'appelle les sincérités de l'instant. Jacques Chirac disait, sachez que dans ces moments-là, on est sincère. Ça dure 5 minutes, mais c'est des sincérités de l'instant. C'est pas mal. Il y aurait une mauvaise grâce à râler. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, retour sur la colère des agriculteurs face à l'accord de l'Union européenne et du Mercosur. Et lundi, la FNSEA, les jeunes agriculteurs appellent à la mobilisation. Alors parlons vrai, pensez-vous que cet accord va être signé? Peut-on sauver les meubles en signant cet accord? Et à cette question, signature de l'accord commercial avec le Mercosur, avez-vous peur que nos agriculteurs soient trahis? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Johan Barbe est avec nous, porte-parole de la FNSEA, merci d'avoir accepté notre invitation. Franchement, une réponse très courte, est-ce que vous êtes vraiment surpris de cette future signature? Bonsoir, non pas surpris puisque ça fait plusieurs années qu'on en parle, voire plus de 10 ans maintenant, mais la réalité c'est qu'on est surpris de la non-implication du gouvernement français et surtout d'Emmanuel Macron dans ce sujet. On en parle dans un instant, soyez le bienvenu et 0826 300 300, Aude vous attend au standard, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pas comme ça que vous allez... Vous l'avez parfaitement dit. Voilà, c'est ça. Avec un peu d'accent belge, pour vous faire plaisir, mais Philippe. Vous ne l'avez pas fait assez aujourd'hui. Je devrais le faire avec Françoise de Bois. J'adore comment vous faites cet accent belge. Couvi avec le Et comment ça se fait que vous êtes spécialiste de l'accent belge? Parce que vous avez vécu en Belgique. 6 ans en Belgique. Oui, mais c'est pas facile tout de même. Non, c'est pas facile. C'est vraiment bien. Moi, j'ai vécu en Suisse. Une beach blams.
Vous parlez le flamand en plus? Tout petit peu. Mais elle boit pas de bière. Non, elle n'a pas de défaut. Allez, tout de suite, le tour de table. Pas du tout. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix, bien sûr. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. En 6 mois, il disparaît. On n'est plus compétitif. On travaille à 10 € de l'heure, eux, ils sont à 1 € de l'heure. Aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. C'est des milliers de tonnes de viande qui va débarquer avec des prix défiant toute concurrence. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. Et la FNSEA et les jeunes agriculteurs donc appellent à se mobiliser à partir de lundi. Ils redoutent la signature de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Hier, plus de 400 parlementaires français de tous bords ont donc signé cette lettre à la présidente de la Commission européenne pour s'opposer à ce traité défavorable à l'agriculture française. Alors parlons vrai, est-ce que la France pèse encore dans les décisions européennes? Faut-il être prêt à aller au bras de fer avec l'Allemagne? À cette question, signature de l'accord commercial avec le Mercosur, avez-vous peur que nos agriculteurs soient trahis? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Johan Barbe est avec nous, un porte-parole de la FNSEA. Bonsoir en tout cas. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger. Je le répète, j'ai une grande dilection pour les paysans et leur combat. Ça ne suffit pas pour avoir un avis éclairé sur le Mercosur, comme dit Philippe, puisqu'il faut le dire comme ça. J'avais cru comprendre que... J'ai dit Mercosur après. Ouais, j'avais cru comprendre que il y a quelques semaines, le président de la République, qu'il était formellement opposé à la signature. J'avais entendu la ministre de l'Agriculture dire la même chose. Il paraît que, contrairement à ce qu'on espérait, que la France ne s'est pas vraiment engagée au niveau européen et qu'en définitive, elle ne va pas trouver, si elle en avait le désir, les 3 États qui lui auraient permis de contester la signature. C'est dramatique pour les paysans français. Eh bien, et encore une fois, j'apprends... Je devine, on le répète, que c'est l'Allemagne qui fait la loi parce qu'elle a tout intérêt, elle, à le signer. Et je regrette qu'alors que l'Allemagne est en situation politique très fragile, pas autant que la nôtre, bien sûr, qu'elle continue à faire la loi sur le plan européen. C'est pas que l'Allemagne, la réalité sur le Mercosur, c'est que la France est très isolée. Et vous voyez un des effets de la dissolution, c'est-à-dire que la dissolution, ça enlève absolument toute notre force, comment dirais-je, même la force d'Emmanuel Macron. Je crois à la sincérité d'Emmanuel Macron quand il y a eu la crise des agriculteurs de dire, il s'était déjà opposé à nouveau au Mercosur, mais là, quand vous êtes aussi faible politiquement, c'est très compliqué d'essayer d'aller convaincre 3 ou 4 pays, comme vous dites, d'essayer de demander aux Italiens de sortir de leur neutralité, d'essayer de dire aux Polonais venez avec nous, on conteste, parce que la réalité c'est que l'Espagne le veut, cet accord, évidemment l'Allemagne, et ça pose la question, mais on le verra avec notre interlocuteur, notre invité, la seule question qu'il faut se poser, est-ce que oui ou non on sort l'agriculture des traités de libre-échange? Est-ce que on sort, on peut pas échanger des machines-outils contre de la viande bovine, des bagnoles si vous voulez contre du blé, c'est impossible. Ce système est dingue. C'est ça qu'il faut sortir absolument. Jean-Christophe Couy. En fait, c'est pas le Mercosur, ça va être le Mercodur, dur comme la pilule à avaler pour nos agriculteurs. Aujourd'hui, en fait, il y a des normes internationales du travail et il y a des accords de Paris qui avaient été signés, notamment sur tout ce qui est social et et de gouvernance et environnemental. Et aujourd'hui, ça va à l'encontre des droits et des intérêts des travailleurs des 2 côtés de l'océan, parce que là-bas, ils vont être complètement surexploités et on va bouffer de la merde. C'est ça en fait. Voilà, il n'y aura pas les mêmes normes. Et en plus en déforestant la forêt amazonienne. Et les Allemands, et je suis désolé, mais les Allemands ont déjà fait fermer nos centrales nucléaires pour se protéger eux avec leurs centrales de charbon. Ils nous font encore une fois la leçon. Il y en a marre. Voilà. Johan Barbe est avec nous, porte-parole de la FNSEA. Le Premier ministre, pour l'instant, est à Bruxelles avec cette tribune de 600 parlementaires sous le bras. Est-ce que, sincèrement, est-ce que vous y croyez encore ?
sincèrement, on y croit encore, et sinon on se battrait plus. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer le combat et faire comprendre pourquoi la France est peut-être un peu isolée dans son idée de ne pas signer cet accord Mercosur dans l'État. Et aujourd'hui, nous, agriculteurs français, on se doit d'y croire, puisqu'on s'est battu depuis des années pour améliorer le revenu des agriculteurs et des agricultrices en France. À peine les lois Egalim, j'ai envie de dire, mises en application. Aujourd'hui, on voudrait nous créer une concurrence déloyale en important des produits qui ne respectent aucun standard, ni français ni européen. Donc c'est juste impossible. C'est intéressant parce que ce que dit notre ami Jean-Christophe, c'est qu'on a la double peine en fait. C'est aucun standard social et aucun standard environnemental. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on lance ce grand chantier qui consisterait à sortir l'agriculture des traités de libre-échange une bonne fois pour toutes? Et ça fait des années qu'on le réclame, aussi bien du côté des jeunes agriculteurs que et la gauche et la droite, hein, tout le monde. Hein. Et tout le monde l'a demandé. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, si on sort l'agriculture des traités de libre-échange, il n'y a plus rien à échanger au niveau de la Commission européenne. Donc à chaque fois, on est obligé de brader notre agriculture pour vendre un peu d'industrie. Et vous avez évoqué des voitures, vous avez évoqué le nucléaire, on peut évoquer plein de sujets, les machines-outils. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on tue des paysans. Et ça, on s'en rend même plus compte aujourd'hui en Europe. Si la France signait, comme on peut le craindre, quels seraient véritablement les effets les plus tragiques pour la paysannerie française? Les effets les plus tragiques, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à produire et à être autosuffisant, à obtenir la souveraineté alimentaire en France. Donc finalement, on va obtenir une souveraineté européenne et française par l'importation. Et donc, les paysans qui quittent nos campagnes, les exploitations qui ne sont plus reprises, vont passer inaperçus puisqu'on aura réussi à remplir le panier de la ménagère avec des produits qui respectent aucun standard et surtout qui ne répondent non plus aux volontés du consommateur qui veut des produits sains, durables et de qualité. Mais question, c'est quelle filière qui est la plus en danger? Parce qu'il y a le poulet brésilien, il y a la viande bovine argentine, il y a le blé argentin, il y a le sucre de canne brésilien. C'est lesquelles les filières les plus en danger de cet accord? Mais j'ai envie de dire toutes les filières de l'agriculture française vont être impactées puisque par effet domino. Parce que si vous attaquez sur la partie viande bovine, on pourrait se dire que la production laitière est moins impactée, mais si, puisqu'on produit, chaque fois qu'on produit 1 litre de lait, on produit de la viande, donc finalement on serait impacté. Et à chaque fois qu'on va, entre guillemets, arrêter de la production de poulet en France ou en Europe, c'est des céréales qui seront plus consommées sur le territoire. Donc on va avoir des effets dominos sur toutes les cultures. Et donc si aujourd'hui FNSE agit d'une seule voix avec leurs associations spécialisées, on est vent debout contre cette signature et surtout le non-respect de la parole d'Emmanuel Macron qui nous avait toujours dit ne pas vouloir signer ce traité de libre-échange dans l'État. Et aujourd'hui, où est Emmanuel Macron? Alors c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est le principal reproche. Annie Genevard, vous l'avez dit, Philippe l'avait aussi confirmé. C'est le principal reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron. En gros, Emmanuel Macron, il dit non en France et puis il laisse complètement faire à Bruxelles. Il a encore les moyens parce que je rappelle que c'est pas lundi qu'on signe. Il faut quand même dire à nos auditeurs, c'est avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Donc c'est la pression sur le président. Mais ça arriver vers le 20 au G20 à Rio. Et on ne peut pas dire non à Paris et ne rien faire à Bruxelles. C'est ça le sujet Emmanuel Macron. En même temps. Ouais, c'est encore pire que ça, c'est de la fourberie là. Alors moi je suis petit-fils d'agriculteur. Moi ma grand-mère elle a participé à rebâtir la France après la Deuxième Guerre mondiale. Les agriculteurs c'est ça aussi. Et aujourd'hui quand on voit des crises comme on a connu avec la Covid, on était dépendant de tout, des masques, de plein de choses, etc. Aujourd'hui en fait si on a une crise, il y a des guerres, on le voit d'ailleurs, ça se tend internationalement, on peut même pas s'autosuffire en France. Et ouais, il faut au contraire profiter des filières courtes. C'est l'avenir. On parle de l'environnement aujourd'hui, on voit les dégâts, on veut tout décarboner. Et à côté de nous, on a des agriculteurs qui mériteraient justement qu'on leur donne un coup de main pour manger local. Et on va faire tout le contraire, on va aller importer de la viande et du blé de l'autre bout de la planète. C'est insupportable. Et en fait, personne ne comprend. C'est bien parce que l'Europe nous impose des normes sur la voiture électrique et machin. Et en fait, on peut manger n'importe quoi. C'est ça qui est hallucinant. Vous savez quand même, Johan, que la majorité des Français sont derrière vous quand même. C'est bien ça qui est. Alors d'un côté, on est content, mais d'un côté, ça veut dire que c'est malheureux. Ça veut dire que le gouvernement, une fois de plus, se trompe de voie. Parce que si les Français sont avec les agriculteurs, c'est qu'ils ont compris qu'ils voulaient une alimentation qui soit entre guillemets locale et au moins franco-française, de plus en plus saine, durable, variée. C'est tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Il est encore temps de sauver l'agriculture française et européenne, mais pour ça, il faut arrêter de signer des traités de libre-échange qui ne prennent pas en compte la problématique agricole européenne. Un tout petit mot sur cette mobilisation lundi, c'est un petit peu partout en France, j'imagine?
C'est un peu partout en France et beaucoup dans l'ensemble des départements français, plutôt devant des préfectures, des DT, pour que le gouvernement prenne conscience qu'aujourd'hui il prend une mauvaise route et notamment Emmanuel Macron doit sortir rapidement du bois, c'est-à-dire avant lundi ou lundi au Brésil. Et on entend parler quand même d'une potentielle signature donc dès mardi, au moins sur des pré-accords. Donc c'est ça qui nous inquiète. C'est comment on continue le combat si déjà des choses sont pré-signées. Il a un moyen. Ah pardon. On a plus le temps. Merci beaucoup Johan Barbe d'avoir été avec nous, porte-parole de la FNSEA. Bien entendu qu'on vous soutient et notre micro vous est ouvert, vous le savez. Si vous avez envie de parler, parlons vrai ici, les vraies voix jusqu'à 19h. Dans un instant, les vraies voix responsables. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois. Merci à vous. Merci Jean-Christophe Couvi. Dans un instant, on va vous parler de réserve. Absolument. Et puis il y a beaucoup de réserves, armée de terre, pompiers, marine, la réserve citoyenne etc. et opérationnelle dans énormément d'institutions, de grandes maisons, mais dans les entreprises aussi. On va en parler dans un instant. À tout de suite.